Bienvenue, Youssef Grawey Filali. Bonjour Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec très grand plaisir. Donc je rappelle que, parce que je reçois aujourd'hui le président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci beaucoup. Donc on va parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses font l'actualité aujourd'hui. Youssef Grawey Filali, le programme d'appui financement, jeune entrepreneur. On va essayer de faire aussi un point de situation et de voir un petit peu comment votre appréciation et comment et votre contribution, parce que je crois savoir que vous êtes impliqué. Exactement. Le Conseil de la concurrence qui a décidé d'installer un baromètre de la concurrence aussi. Donc avoir votre point de vue par rapport au climat des affaires et puis surtout la libre concurrence loyale entre secteurs d'activité et au sein même des secteurs d'activité. Okay. L'OMPI qui a délivré et qui vient de livrer sa dernière livraison, si je puis dire, de création d'entreprise. On va essayer de voir secteur par secteur ce qui a été, le niveau de création et puis l'impact sur les secteurs d'activité et puis de fiscalité, puisqu'hier soir le Conseil européen s'est réuni et donc a maintenu le Maroc dans la liste grise des paradis fiscaux. Oui. Donc voilà, voilà un peu le entrée plat dessert. Un gros menu. Ouais. Sans oublier bien sûr le nouveau modèle de développement pour savoir un petit peu ce que vous pensez. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Parfait. On démarre par la fiscalité. Le plus frais, le plus chaud. Le plus chaud. Ouais. Ouais. Je vois que vous êtes très souriant. Pas de déprime particulière. Vous êtes très à l'aise. Il faut être toujours souriant. Vous avez le moral. Il faut garder de l'espoir. Il faut avoir du moral. Très bien. Tout ce qu'on fait, il faut avoir un peu d'ego. Un peu d'ego, pas d'égo sur égo positif, proportionnel, dans le sens énergie positive. Énergie pour positive. Participer un petit peu à améliorer les choses. On va pas fiscalité. Ok, parfait. Donc c'est la liste grise des paradis fiscaux. Alors, décision Conseil européen donc du maintien avec un délai de 6 mois. Exact. Est-ce que vous trouvez normal, juste que l'Union européenne nous impose, entre guillemets, d'être en conformité avec leurs standards fiscaux? Au fait, c'est un exercice pour le Maroc. D'accord. C'est très important d'essayer de se conformer, pas qu'à l'Union européenne, mais tout ce qui se fait à l'échelle internationale. Mais là, avec l'Europe, si on reste sur ce qui est tombé hier, on est toujours dans les paradis fiscaux. Exactement. Liste grise, parce qu'on nous reproche de pas être en conformité avec leur législation. Voilà, et ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, au Maroc, par exemple, quand on voit les entreprises qui font de l'export ou les entreprises à l'international qui viennent s'installer dans des zones offshore, etc., ils bénéficient d'un certain nombre d'exonérations. Bon, en quelque sorte, c'est légitime, c'est normal. On doit booster de l'emploi, on doit créer des postes d'emploi, on doit favoriser le chiffre d'affaires à l'export pour faire recruter les jeunes. Ça, c'est très bien. Mais par conséquent, quand on voit un certain nombre, ce qu'on appelle les dépenses fiscales, d'accord, c'est des exonérations qui sont offertes à un certain nombre d'entreprises. Je pense que c'est le moment de revoir un certain nombre de... C'est-à-dire, les niches fiscales, on parle de 32 milliards de dirhams. Mais voilà. Simplement, parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent chez nous en disant, ça fait un petit moment, parce qu'il y a eu tout ce débat lorsqu'il y a eu le projet de loi de finances et l'adoption du projet de loi de finances 2020, puisque donc l'an dernier, c'était, il y avait les sorties de Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie et des finances. Exactement. Et de la réforme de l'administration, Lahfel Alami également, qui s'est adressé aux entreprises, aux exportateurs, en disant il va falloir revoir un petit peu le niveau de fiscalité. C'est très important. Aujourd'hui, le fait que l'Europe, ça a été perçu comme l'Europe nous impose et nous dicte, alors que l'Europe n'a pas à nous dicter et qu'au sein même de l'Union européenne, il y aurait des paradis fiscaux. Donc pourquoi nous imposer, nous, sincèrement, moi je suis pas à l'aise avec ce terme imposé, parce que il y a une conformité, il y a une image fiscale du Maroc, certes à améliorer en se conformant à un certain nombre de dispositions qui sont en quelque sorte avancées par l'Union européenne, mais in fine, la décision revient au Maroc. D'accord. Et le débat politique, d'accepter ou de refuser. Et bien sûr, et le débat. Est-ce qu'on peut accepter ou refuser? Et bien sûr, parce que il y a les représentants de la nation au Parlement qui décident, et c'est eux qui nous représentent. Est-ce qu'on peut refuser de mise en conformité alors qu'on a aujourd'hui un marché ouvert qui est celui de l'Union européenne de 500 millions de consommateurs? Est-ce qu'il y a un enjeu? L'enjeu, il est là en fait, de se dire est-ce que j'ai le choix en fait ou de refuser, de sortir les Kleenex, de pleurer, ou d'essayer de me mettre en conformité très rapidement? Alors, quand on veut se mettre en conformité, on va le faire, mais il va falloir répondre à un certain nombre de critères. C'est des critères qui touchent l'économie nationale. Si la mise en conformité, elle sera en quelque sorte, elle donnera un avantage fiscal au Maroc, elle favorisera le climat des affaires pour un petit peu booster les choses, pour faire de la croissance économique, etc. Donc la mise en conformité devrait se faire. Tout d'abord, il faut défendre les intérêts du Maroc. D'accord? Donc ce qui nous intéresse en fiscalité, c'est de pouvoir créer de nouvelles niches fiscales, ce qu'on appelle une nouvelle assiette fiscale qui va permettre un petit peu d'équilibrer. Et quand on voit le déficit budgétaire, les recettes fiscales, elles ne couvrent pas les dépenses. Sur nous, Rabat Bruxelles, parce que ça touche essentiellement, on a bien compris, le statut fiscal de CFC. Donc statut fiscal de CFC aujourd'hui, c'est 8,75
pour attirer aussi des capitaux. Oui. Donc à 8,75 et donc en fait on nous presse et on nous demande de hisser à 15%. Parce que l'Union européenne considère que c'est une concurrence déloyale pour l'attrait des capitaux. Donc de se dire voilà, est-ce que là du coup en fait on a 6 mois pour se mettre en conformité. Est-ce que vous pensez-vous qu'effectivement ça peut avoir un impact négatif sur notre attractivité économique? Eh ben justement, c'est là, quand on fait des compromis, quand on fait des contrats d'implémentation avec des entreprises et qu'ils viennent et qu'ils sachent très bien qu'ils ont un certain nombre d'avantages fiscaux en s'installant dans la zone CFC ou autre, et donc voilà, c'est d'avoir l'agrément. Mais le Maroc, il doit honorer ses engagements, d'accord? Donc l'engagement auprès de qui? L'engagement auprès des investisseurs, auprès des opérateurs, auprès des opérateurs qui sont venus s'installer au Maroc pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Moi, je connais plusieurs chefs de multinationales, ils me l'ont dit clairement. Au Maroc, si on est venu, on n'est pas venu pour marger, pour faire des bénéfices. On est venu pour réduire nos coûts. Et quand on est venu pour réduire nos coûts, ça veut dire qu'on bénéficie, on bénéficie d'un certain avantage en matière de fiscalité. Donc voilà, on est en quelque sorte sur un paradoxe. Oui, la mise en conformité avec l'Union européenne, certes, elle est bonne pour améliorer le climat des affaires et l'image du Maroc, mais in fine, il faut voir aussi les intérêts du Maroc et les intérêts des partenaires qui viennent s'installer au Maroc. Si je vous dis que l'Union européenne nous presse, entre guillemets, de nous conformer à leur législation fiscale. Pour moi, je le prendrais pas comme ça. Et qu'en même temps, j'ai un déficit de 80 milliards d'euros, déficit commercial avec l'UE, avec les pays de l'UE. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais tout simplement? C'est d'abord, un petit peu de chercher à booster les exportations marocaines. Ça, c'est un autre sujet et j'en ai toujours parlé. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Parce que là, je ne peux plus le faire sur le levier, par rapport au levier fiscal, en tout cas. Il faut faire plus de chiffre d'affaires à l'export. Oui, mais comment? Tout simplement. Comment? C'est de favoriser. Comment je peux produire beaucoup plus et comment je peux commercer beaucoup plus? Produire beaucoup plus, c'est de passer par des joint ventures, faire des partenariats dans des zones offshore, de booster l'industrie. Et quand on va booster l'industrie, on va faire du PIB, on va faire du chiffre d'affaires à l'export et par conséquent, le taux de couverture des exportations par les importations sera considérablement amélioré. Les zones offshore, elles sont où, les zones offshore? Les zones offshore, elles sont là. Vous avez le Technopark, vous avez le Technopolis Salé, vous avez maintenant une autre zone à Meknes, Fès, etc. Sauf que je vais me retrouver avec un taux, une pression fiscale plus élevée. Peu importe. Suite à la conformité avec l'Union européenne. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le déficit de la balance commerciale. Ce qui m'intéresse, c'est de booster l'économie marocaine. C'est l'autonomie commerciale. Et c'est ce qui intéresse le plus. Après, la mise en conformité, elle pourra se faire en deuxième lieu. Ça veut dire que fiscalement, quel levier fiscal je peux actionner pour réduire la balance commerciale, le déficit structurel de plus de 200 milliards de dirhams chaque année? On se base sur les dispositions de la loi de finances 2020. Il y a un certain nombre de dispositions qu'il va falloir mettre en œuvre. Vous pensez à quelles dispositions, par exemple? Je pense aux exonérations à l'export qui sont accordées à ces opérateurs, tout ce qui est déclaration IS, tout ce qui est réintégration sur le résultat fiscal. Je pense aussi aux déclarations de CNSS qui sont exonérées pour une catégorie d'ingénieurs qui sont sur les 6 000 dirhams. Il y a un tas de dispositions qui les encouragent. Ça peut renforcer ma compétitivité? Et bien sûr, ça va renforcer l'attractivité, la compétitivité du Maroc, et puis ça va surtout améliorer le chiffre d'affaires à l'export. Parce qu'ils viennent s'installer, ils produisent et ils exportent. Sauf que vous savez, Galaoui Filali, que c'est que quand on regarde au niveau de l'environnement concurrentiel, qu'aujourd'hui toutes les économies veulent renforcer leur compétitivité, attirer les capitaux, investir dans l'innovation, la R&D et renforcer. C'est tout à fait normal. Produire beaucoup plus. Plus légitime pour le Maroc, qui veut devenir un pays émergent. Sauf que nous, on a une pression fiscale qui est conséquente aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Et je vous donne un exemple très simple, si tu permets. Pas forcément compétitive, qu'on a un coût énergétique qui est élevé, exactement, et qui n'est pas forcément compétitif, et qu'on a un coût du travail, a un coût du travail élevé qui n'est pas forcément compétitif. Et voilà, j'allais parler de ça. Quand on prend par exemple l'impôt sur le revenu, quand on est sur un salaire net de 20 000 jusqu'à 30 000 et même plus, on est taxé à peu près jusqu'à 40%. 40, ouais. D'accord, 38 jusqu'à 40, mais c'est beaucoup, c'est énorme, d'accord. Le taux de TVA. Donc je dois baisser la pression fiscale. Voilà, le taux de TVA, il est à 20%. 20%, c'est beaucoup. 20% sur les services. 20% sur les services, 20% sur les achats, tout ce qui est immobilisation matérielle, etc. C'est intéressant, c'est beaucoup. Filali, parce qu'en fait, vous dites, il faudrait revoir notre fiscalité, notre pression fiscale. Et en parallèle, si tu permets un point très important. De manière didactique. Une petite minute. Didactique. Allez-y, je vous écoute. Quand on baisse la pression fiscale, que ce soit via la TVA, l'impôt indirect, ou que ce soit sur l'IR par rapport au salaire, ça veut dire qu'il y a des rentrées fiscales en moins pour l'État. Mais bien sûr, j'allais parler de ça. De l'argent moins pour l'État. Exactement. Parce que l'État fait comment pour financer les politiques publiques? Alors, justement, la problématique aujourd'hui en matière fiscale, si on veut parler un petit peu de gouvernance fiscale, c'est quoi? C'est de pouvoir baisser le taux d'IR pour un petit peu améliorer le pouvoir d'achat des classes quelque sorte moyenne,
éventuellement baisser les taux de TVA pour inciter les gens à faire plus d'achats. Donc, ça va permettre un petit peu de booster le circuit économique, mais en parallèle, il faut de nouvelles impositions. Éventuellement, donc, la problématique, eh bien sûr, l'impôt sur fortune. D'accord, l'évasion fiscale, la fraude fiscale, il faut lutter contre tout cela. Et donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Je baisse l'impôt d'un côté, mais je collecte, j'encaisse des impôts fiscaux plus importants de l'autre côté. Il faut que j'ai la garantie d'avoir exactement. D'autres nouveaux impôts. Les outils sont là. Et ben voilà, il faut passer à l'action. Juste un autre chiffre qui était sur la mise en conformité fiscale de notre législation avec l'Union européenne. Nous-mêmes, en fait, au sein du Maroc, je me souviens d'une déclaration de Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, qui disait que 82% de la population des Marocains n'étaient pas en conformité avec l'impôt. Eh bien, la conformité avec l'impôt. Quand vous me dites en plus, il faut créer de nouveaux impôts, alors que les impôts existants, aujourd'hui, on ne les paye pas. Exactement. La création, il faut qu'elle soit une création rationnelle. Moi, je ne demande pas de créer plusieurs impôts. Ce qui existe, je te donne un exemple très simple. Moi, pour moi, le simple citoyen, il paye ses impôts. Alors, si on passe juste à côté d'une perception, on va trouver qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont en train d'attendre leur tour pour payer des impôts. Le simple citoyen, il paye sa taxe sur habitation, il fait sa déclaration de TVA. Les petites entreprises déclarent. La problématique, c'est quoi? C'est le marché noir. Et là, c'est l'enjeu des grandes et des moyennes entreprises. Au-delà des particuliers, comme vous dites, simplement, c'est 82% de la population. Entreprises et particuliers qui ne sont pas en conformité avec l'impôt. Donc ça dépasse le citoyen lambda. Parce qu'on déclare un résultat fiscal déficitaire, d'accord, et que ça se fait d'une année à l'autre de manière récurrente, et puis les contrôles ne se font pas de manière systématique. Et donc il y a toujours un manque à gagner pour l'État, ce qui est tout à fait normal. On passe aux fiscalité, mise en conformité, les enjeux. Avec l'Union européenne, vous avez donc, on se met en conformité, mais en même temps, il faut être en capacité aussi de lever l'impôt, voire de mettre en place de nouveaux impôts pour faire baisser la pression fiscale sur les ménages. En fait, c'est votre école de pensée économique. Alors, par rapport aux ménages. Non, c'est votre école. Avant de passer au deuxième axe, sur la santé économique aujourd'hui de notre économie nationale, il y avait la nouvelle DG du FMI qui était au Maroc, qui était à Rabat semaine dernière. Donc, il nous a dit voilà, il faut effectivement avoir un modèle de croissance économique qui soit beaucoup plus inclusif. C'est normal. Ça, on le savait. Oui, bien sûr. Parce que là, rien de nouveau. Et pour vous? Pour moi, ça va se concrétiser au niveau du nouveau modèle de développement. Et la pierre angulaire, c'est la promotion du tissu économique marocain. On pousse l'entrepreneuriat et donc on crée des entreprises. C'est l'entreprise. Il faut mettre l'entreprise au centre. Exactement. L'entreprise, elle est au centre du nouveau modèle de développement. Sans tissu économique, on ne va pas avancer. Il n'y aurait pas d'impôts, il n'y aurait pas de croissance, il n'y aurait pas de développement économique. Et je suis très content de voir les dernières initiatives royales pour booster un petit peu le tissu économique, spécifiquement les TPE. On va en parler avec le programme d'appui, mais je voulais m'attarder sur, comme je disais en préambule, sur l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, qui hier a donné les derniers chiffres, bilan de l'année 2019 en termes de création d'entreprises et quel secteur d'activité. Donc on apprend qu'il y a un peu plus de 94 000 entreprises qui ont été créées. Donc 1%, 1,4% de plus par rapport à 2018. Est-ce que c'est quelque chose de positif? C'est positif. Le fait qu'on a créé plus d'entreprises que l'an dernier? C'est normal, c'est positif, mais c'est pas très surprenant, d'accord? Quand on voit le nombre de défaillances d'entreprises, on est entre les 9 000 entreprises qui est défaillante. Voilà, donc on crée 10 000, parce quand même, il y a de petites initiatives à droite et à gauche en matière de création d'entreprises, en matière de financement des idées les plus innovatrices. Quand on voit le financement des startups, les actions qui sont lancées par exemple la CCG, etc., je pense que 10 000, c'est un chiffre moyen. Et c'est pas très surprenant. On aurait pu faire plus. Bien sûr. Dans un autre cadre, dans un nouveau modèle de développement, on devrait faire beaucoup plus. Plus que les 9 000, en tout cas de 9 019. Et quand on se penche, quand on donne un coup de scan, en fait, à ces 9 000 et quelques 94 000 entreprises qui ont été créées, les 9 000 qui sont décédées de taux de mortalité en 2019, on se rend compte que c'est essentiellement des activités de commerce comme secteur et services qui occupent le haut du panier. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui on parle de plan d'accélération industrielle et donc il va falloir industrialiser les entreprises marocaines. Et donc nous avons véritablement besoin de Smart Factory. Et donc industrialiser les entreprises, c'est de pouvoir créer un nouveau secteur qui émerge et qui met en place un certain nombre d'entreprises. Et pas que les services, les commerces. Juste une petite idée, quand on voit les entreprises, tout le monde veut faire du consulting, tout le monde veut faire de la com, tout le monde veut faire de la transformation digitale. Mais moi je parle de création de richesse. La création de richesse, c'est l'agro-industrie et puis c'est les industries.
D'accord, mais c'est très important. Pour vous, la transformation digitale, il n'y a pas des gains des gisements de richesse et de il y a la transformation digitale. J'en ai beaucoup travaillé sur ça, surtout l'année précédente. Elle est extrêmement importante. L'entreprise qui va pas se transformer digitalement parlant, c'est une entreprise qui va disparaître. Donc, très bien. Simplement à moyen terme. Oui, pour remettre les choses en perspective, donc sur les 94 000 entreprises qui ont été créées, c'est majoritairement les activités, donc investissement dans le commerce. Exactement. 42%, services 17%, BTP 16%, transport 8,5%. Oui. Et l'industrie, vous savez à combien? Le taux il est très faible. 6,8%. Voilà. Je m'attendais à ça. On nous parle de l'industrie en permanence. Exactement. Les politiques publiques sont centrées essentiellement sur le secteur de l'industrie. Oui. On a mis en place un plan d'accélération industrielle. Exactement. Et en même temps, aujourd'hui, quand on voit de près sur la base des chiffres officiels, statistiques de l'OMPIC, l'investissement dans l'industrie il est extrêmement faible. Exactement. Mais je pense maintenant c'est l'occasion. C'est l'occasion avec le programme d'appui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un décalage en fait entre ce qui, ce qui est porté par l'exécutif et le gouvernement, exactement, par des ministères publics, la problématique et les actes en fait d'investissement des Marocaines et des Marocains. En fait, la problématique c'est quoi? Et j'en ai parlé au niveau de mon nouvel ouvrage. Demain, il sera sur le marché. Il y a une problématique de cohérence de politique publique, c'est-à-dire on lance des politiques publiques sectorielles. Il y a le plan d'action, mais il n'y a pas la mise en œuvre. Et il n'y a pas de concordance entre les différentes politiques. Et donc, quand je lance un plan d'accélération industrielle et que je demande à un opérateur de venir s'installer dans une zone offshore, ce qui intéresse le plus, c'est le boostage du tissu économique régional. C'est de pouvoir permettre aux PME de la place de leur permettre d'avoir un carnet de commandes avec ces multinationales. Il y a des choses qui sont en place dans les écosystèmes. Juste une petite explication extrêmement importante. J'ai participé à des événements de l'industrie et j'en ai parlé avec des DG et des DG délégués de grosses boîtes qui font de l'automobile pour leur dire ce que vous faites, il est excellent, vous faites travailler des gens, vous faites de l'upskilling, de reskilling, vous employez des Marocains, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le boostage du tissu économique. Il faut donner plus de carnets de commandes aux PME de la région. Mais quand en 2019, sur la majorité, une entreprise sur deux qui a été créée en 2019, en fait, en clair, pratiquement, parce qu'on est sur 42%, investit dans le commerce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le citoyen marocain qui investit, aujourd'hui, il se dit, moi, je préfère investir dans un commerce, c'est-à-dire une boutique, un magasin, un salon de thé, plutôt que d'investir dans le secteur industriel. Et ben voilà, justement. Alors que nous sommes à la lumière de nouveaux modèles de développement, on voulait replacer le Maroc. C'est ce que je viens de dire il y a un instant. Non, mais c'est-à-dire le comportement. Le comportement, c'est une question mentale. Oui, d'accord. Donc on est bien sur une question purement mentale aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que l'investissement de confort pour les Marocains aujourd'hui, c'est la boutique, c'est la mhleba, c'est le salon de thé, c'est le commerce. C'est le petit commerce. C'est pas l'industrie. Et ça, quand on est aux responsabilités, qu'est-ce qu'on doit en dire? L'industrie, sincèrement, c'est une responsabilité partagée entre l'État, le secteur privé et même les institutions publiques. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre une politique, il faut qu'il y ait une déclinaison stratégique. Il faut qu'on soit sur une métastratégie de l'État où on va booster la création d'entreprises qui opèrent sur le secteur industriel. Et donc, pour cela, il va falloir favoriser des formations appliquées en industrie, de l'innovation orientée PME en industrie, pas en commerce. Il y a des instituts qui ont été créés au niveau industriel pour un savoir-faire, acquérir un savoir-faire industriel. Exactement, voilà, il faut qu'il y ait un plan de formation cohérent. Mais bon, plan de formation cohérent, mais est-ce que ça veut dire aussi que ceux qui ont investi dans le commerce ou dans le service et qui n'ont pas investi dans l'industrie, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment de visibilité. Et peut-être qu'aussi l'image projetée, c'est-à-dire que l'industrie, en fait, ça appartient, c'est un monde pour les grands. Et pour les grands groupes, pour les riches, c'est pas question de c'est pas question que de changement de mentalité, mais c'est question aussi d'action concrète. Et donc, quand on va appuyer les entreprises pour se financer, pour se développer dans des secteurs industriels qui auraient un certain nombre d'encouragements qui entourent ces grosses industries qui opèrent dans des zones comme Kenitra, Tanger, etc. Et donc, voilà, les gens seront beaucoup plus encouragés à travailler sur des industries. Et puis, un point très important, c'est aussi question d'expertise. Quand on prend l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, le câblage, les systèmes informatiques complexes, tout ce qui est cyber physical systems. Et donc, faut qu'il y ait des formations très poussées. Et donc vraiment au Maroc, nous avons véritablement besoin de centres de formation qui forment déjà les gens sur ces exactement. Et puis si vous permettez, pour leur développer un esprit d'entrepreneuriat. Mais qui c'est qui paye cette formation? D'accord. Qui c'est qui finance cette formation? Le financement, faut qu'il y ait un budget.
Il faut qu'il y ait un cofinancement. Ben, le cofinancement, c'est pas que l'État aujourd'hui. Oui, c'est pour ça. Voilà. Et c'est pas que l'État qui doit le faire. Et ben voilà, justement, j'allais venir sur ça. Il y a pas de problème. J'allais répondre sur ça. Le financement, il faut qu'il y ait un cofinancement. Il faut qu'on soit sur un triple P. Il faut qu'il y ait un partenariat public-privé qui favorise des formations techniques orientées industrie. On forme des ingénieurs, on forme des techniciens sur des métiers de l'industrie, et puis on les accompagne pour qu'ils puissent créer des entreprises et travailler de manière étroite avec ces zones industrielles, avec ces entreprises internationales qui viennent s'implémenter au Maroc. Sauf que j'ai un autre problème, Youssef Galaoui Filali. Lequel? C'est la fuite des cerveaux. J'ai ces 600 ingénieurs qui partent chaque année, y compris dans les métiers liés à l'industrie, à la tech. Voilà, c'est normal. Voilà, architecte système, toutes ces choses-là, et ils partent parce que leur travail n'est pas suffisamment valorisé, parce que leur métier, et s'il y a plusieurs facteurs, est mieux rémunéré. Oui. Et j'ai un taux de rotation aujourd'hui au sein des entreprises. C'est normal. Voilà, qui est entre 30 et 35%. Exactement. Oui. J'ai le même chiffre. J'ai le même chiffre en tête. Alors qu'il était de 10-15% il y a 6 ans. Exactement, il a augmenté. Alors, il a été habitué à voir par 4. Voilà. Premièrement. Donc, comment je peux mettre en place des formations professionnelles qualifiantes dans le secteur industriel, parce que vous parlez donc de la production, de la productivité. Tout à fait. Alors qu'en même temps, moi, celles et ceux que j'ai formés, essentiellement les ingénieurs, partent sous l'autre cieux. Alors, si tu permets, premièrement, c'est lié aux conditions de vie. D'accord. Alors aujourd'hui, vous habitez Casa, Rabat, Marrakech, Tanger, peu importe. Vous avez un enfant dans une école supérieure, une mission, ça va vous coûter. Laissez-moi terminer. Oui, parce qu'on le sait. Il y a la santé. Il y a voilà. Et donc voilà. Il y a des études qui ont été faites. Les gens partent à l'étranger parce qu'ils cherchent de belles conditions de vie. Moi, ma question. Santé, éducation, emploi, etc. Premièrement. Alors deuxièmement. Avec les salaires à l'étranger, les salaires sont plus compétitifs. On peut avoir, quand on est ingénieur, on peut avoir 40 000, 50 000, 60 000 dirhams marocains à l'étranger. Alors que ici, les ingénieurs, moi je connais un peu les salaires entre Rabat et Gassa, et ils sont entre 20 000 et 25 000 dirhams. Avec les mêmes conditions de vie, les gens ne s'en sortent pas. Donc je fais comment? Je fais comment? C'est, premièrement, il faut améliorer les conditions de vie, et c'est un pilier entier du nouveau modèle de développement. Donc, maintenant, il faut qu'on s'attaque aux secteurs sociaux vitaux. D'accord, santé, éducation, emploi de base, etc., scolarité, ça c'est très important. Parce qu'un ingénieur qui n'a pas ces conditions-là, certainement, une fois il a une opportunité France-Canada, il va quitter. Deuxièmement. Comment on fait en termes d'arbitrage budgétaire pour financer toutes ces politiques sociales et ce nouveau contrat social? Voilà, j'ai toujours dit, il faut qu'il y ait un impôt qui finance les dépenses. Oui. Et donc si on veut... Donc les riches, vous les pourquoi pas, ils doivent participer à l'économie de leur pays. Il faut qu'on impose les plus riches, il faut qu'on impose les gens les plus aisés, et qu'on crée pourquoi pas un fonds spécial, et ce que fonds spécial, il va financer des formations spécifiques. Vous connaissez un pays ou une économie dans le monde qui a pu rebondir, gagner des points en productivité, en performance économique, en ayant taxé les gros capitaux? Ça a été fait. Moi, j'en connais pas. J'en connais pas. J'en connais les impôts de solidarité. Oui, mais les impôts de solidarité. Et en plus, mais les impôts de solidarité, ils sont payés par les plus riches. En général, on a essayé de le faire au Maroc quand on a dit que les gens qui ont plus de 30 000 dirhams, ils vont payer un impôt de solidarité sociale et que ça sera versé sur un compte spécial. Ça a été fait. Ça a été fait même au Maroc. Est-ce que vous êtes pour, par exemple, fiscaliser beaucoup plus l'héritage, transmission? Je suis pour. Je suis pour la fiscalisation. Mais je connais des gens, ce que j'appelle les nouveaux riches ou les arrivistes, des gens qui avaient pratiquement rien, et puis du coup, il est devenu un super richard. Donc pour vous, c'est un sujet. Non, mais c'est juste parce que c'est important de faire des propositions. L'objectif, c'est ça. Fiscalité sur l'héritage. La fiscalité, il faut qu'il y ait des idées innovantes qui vont améliorer la fiscalité marocaine. Je dis pas que surtaxer les gens, mais de créer des impôts pour essayer de taxer les gens qui payent pas. Et si on parle aujourd'hui d'équité fiscale, c'est ça. Aujourd'hui, il y a toute une pression fiscale sur les salariés, sur les ouvriers, 20% de TVA, 38% d'IR, etc. Les entreprises qui opèrent sur les services, sur les petites industries, ils sont à 30% d'IS. Je trouve ça c'est beaucoup, si on veut un petit peu les encourager, booster l'économie. Et donc voilà, il y a de grosses entreprises. A été réduit et puis il y a les plus riches qu'il va falloir taxer. Donc juste pour finir toujours avec les suites à l'Olympique, donc création d'entreprise et quel secteur d'activité? Au-delà de l'industrie qui peine à attirer à peine 7% de l'investissement et de la création d'entreprises, les nouvelles technologies. Il y a moins de 2% de création d'entreprises en 2019 dans le secteur des nouvelles technologies. Alors que tout le monde parle de smartphone, smart city, smart factory, smart. Quand on regarde aujourd'hui sur les bords pourquoi il faut se poser la bonne question. Oui. Voilà, on trouve 1,8%. C'est normal. Rentrez à l'université marocaine, vous allez regarder. Rentrez, vous allez voir. Vous allez voir un cours théorique, vous allez voir de la paperasse. Il n'y a pas de cours de transformation digitale.
Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de centre de recherche qui favorise la technologie et l'émergence des nouveaux métiers d'avenir. Pour vous, ça vient de ça. C'est un problème structurel lié à l'enseignement supérieur. Ça, c'est la résultante. Oui, et c'est le résultat, il est là. C'est ça. C'est pas la conséquence directe d'un Maroc numérique et d'un plan numérique. Plan numérique, on sait qui n'avance plus. C'est un échec. C'est un échec. Parce que je me dis déjà, on commence à regarder vers le haut. Exactement, voilà. Et je l'ai dit, on commence par une métastratégie de l'État, on descend vers le bas. Et le problème, en quelque sorte, il vient de la stratégie. Youssef Galaoui Felaïb, je vais insister là-dessus parce que moi, ça m'a interpellé en fait. Bien sûr. Et c'est un sujet qui m'interpelle aussi. 1,85% de l'investissement en création d'entreprise en 2019 était dédié aux nouvelles technologies, entreprises technologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau technologique, transformation digitale, on parle beaucoup d'armes à palabre, mais en fait, finalement, on fait pas grand-chose. Voilà. Et la problématique, c'est toujours le plan d'action stratégique, les actions concrètes. On met en place une stratégie, on met en place du budget, mais il n'y a pas de mobilisation des acteurs. Et quand on prend, à titre d'exemple, l'université ou certaines écoles publiques, on voit que vraiment, les matières qui touchent les technologies, les systèmes d'information, l'économie numérique, sont des matières vraiment qu'on leur donne pas leur poids, ils n'ont pas leur importance, alors que c'est des matières qui touchent les métiers d'avenir. C'est-à-dire que l'objectif, en tout cas, c'est que dans 2-3 ans, 2020, 2021, 2022, 2023, on retrouve l'investissement et la création d'entreprises dans les nouvelles technologies. Franchement, moi, je serais plus concret. À la place de l'investissement dans si on a un nouveau modèle de développement qui met un pilier à part entière qui s'appelle transformation digitale, économie numérique, projet de société, dans une décennie au maximum, à l'horizon Maroc 2030, on devrait être un pays vraiment une décennie, c'est-à-dire 2030. Oui, exactement. Il y aura des robots partout, il y aura des drones partout. Il faut commencer dès maintenant. Je suis réaliste. 2 ans, 3 ans, ça va pas se faire. C'est une question d'une décennie. Si on veut généraliser ça sur tout le territoire national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine dernière, vous comme moi, vous avez suivi l'actualité, c'était essentiellement concentré sur ce fameux accord de libre-échange commercial entre le Maroc et la Turquie. Oui. Donc, vous voyez, avec donc renégociation de l'accord. Quand on voit ça, de manière ça, c'est un bilan maroco-marocain, création d'entreprise, où moins de 7% de la création d'entreprise a été dédiée à l'industrie et moins de 2% pour les nouvelles technologies. C'est-à-dire est-ce que le débat, il est pas ici, plutôt que de se battre sur savoir avec la Turquie comment on peut rééquilibrer, la problématique avec la Turquie, c'est autre chose. Selon moi, les accords de libre-échange, c'est très important pour l'ouverture du Maroc dans une ère de globalisation, de mondialisation, etc. Mais il va falloir faire attention à une chose, et je l'ai toujours dit dans des émissions économiques, quand on veut faire des accords de libre-échange, il faut voir d'abord l'intérêt du Maroc. Si je fais des accords de libre-échange pour permettre, par exemple, à BIM de venir s'installer au Maroc, il faut se dire que il y a de micro-entreprises, de TPE qui vont disparaître. Parce qu'un BIM qui ouvre à côté de 3 épiciers, les 3 épiciers, ils vont sauter. Et si 3 épiciers vont sauter, on va perdre facilement 6-7 postes d'emploi. Parce que, en l'occurrence, cette enseigne turque justement, a un bon modèle économique. La Turquie, pour moi, c'est un bon modèle économique, certainement. Et pas que la Turquie. Quand on prend d'autres pays, il y a d'autres franchises, d'autres commerces qui viennent s'installer au Maroc et qui ont concurrencé, par exemple, le secteur textile-cuir. Et puis, les fermetures, les disparitions, les défaillances d'entreprises, c'est énorme. Et donc voilà, on fait pas du libre-échange pour faire de la destruction de postes d'emploi au Maroc. Et c'est ça la vraie problématique. Il faut créer des postes d'emploi durables. D'accord? Il faut que ça soit pérenne, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. On crée des postes d'emploi, on les développe. D'accord? Bon, maintenant, la création de postes d'emploi, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler avec le nouveau modèle de développement. C'est pas que les emplois croissance. Il y a aussi de l'emploi hors croissance. Et c'est très important. Les pays développés, ils ont créé de l'emploi hors croissance et ils ont pu facilement émerger. Effectivement, on va en parler parce qu'on va parler de financement. Après avoir parlé de création d'entreprise. Parfait. Financement avec le programme d'appui. Donc, financement jeunes entrepreneurs. Très bien. Oui. Donc, pour vous, c'est quoi? C'est mon sujet aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui va rebooster la création d'entreprise et qui va surtout rebooster l'investissement? Et l'investissement, par contre, en l'occurrence, l'investissement privé. Oui, exactement. Voilà, alors, Rachid, je t'assure. On a annoncé des initiatives sur les réseaux sociaux. On a reçu beaucoup de demandes d'informations, des mails, etc. Et je le dis clairement, de ton émission, au Maroc, on a des énergies que tu peux pas imaginer. Il y a des jeunes porteurs de projets, il y a des gens qui ont des commerces fermés, qui ont des terres agricoles, il y a beaucoup de potentialités. Ils ont besoin de financement et d'accompagnement. Là, le financement est long. Alors, le programme Intelaka aujourd'hui, il est là, mais attends, il faut qu'on soit clair. Je vais pas dire que c'est trop flou, mais il y a en quelque sorte quelques petites ambiguïtés qu'on est en train d'éclaircir au fur et à mesure. Pas d'ambiguïté sur les taux. On parle pas. Tout ce qui est 1,75.
75. Tout ce qui est commercial avec les banques, taux garanti, pas garanti, ça c'est réglé. Tout le monde sait ça. C'est même pas la peine qu'on en parle. Sinon, on va perdre le temps au niveau de ton émission. Est-ce que c'est pas très clair? Alors, là où c'est pas très clair, j'ai reçu des appels directs de petits agriculteurs qui m'ont dit que, warning, on part chez l'agence, je vais pas citer le nom des banques, et on leur demande certaines garanties. C'est-à-dire que vous voulez faire un projet sur votre terrain, et donc on va hypothéquer le terrain. J'ai dit non, ne faites rien, vous attendez. Parce que pour moi, c'est pas ça. Normalement, c'est le projet qui sera en autogarantie. C'est-à-dire que je veux lancer un projet sur un terrain agricole, et donc voilà, je vais faire de l'élevage, j'aurai besoin d'un certain nombre de matériel pour faire de la distribution, des céréales ou goutte à goutte, etc. Et donc c'est le matériel qu'on va hypothéquer. Et si vous allez hypothéquer mon terrain, mon appartement, ma voiture, on revient à la situation initiale. Donc ça, pour vous, c'est pas clair, c'est-à-dire que c'est la position. Exactement. La position de certaines banques. Et c'est des choses qu'on est en train de traiter. Et je suis en train de me rapprocher de certains dirigeants du secteur bancaire. Et il y aurait plusieurs événements qui vont suivre. Et on va traiter cette problématique dans un premier événement demain, le vendredi à compter de 17h, et on va continuer. D'accord? On le fera ici au Technoparc chez vous à Kazan. Donc en fait, c'est tout ce qui est lié à la garantie. Pas de garantie personnelle. Pas de garantie personnelle. On veut pas ça. Je pense savoir c'est la CCG qui se non, alors pour qu'on soit clair, la CCG, elle garantit 80% du projet. Oui. Très bien. Mais la CCG ne rentre pas dans le travail commercial de la banque. Quand la banque, elle demande une garantie directe à un client, la CCG, elle ne peut pas s'immiscer là-dessus. Par contre, si le projet ne marche pas, le DG de la CCG l'a expliqué clairement, que 50% de la perte, elle est supportée par la CCG et que 50% restante, elle est supportée par la banque qui donne le crédit. Maintenant, quand on va demander des crédits, des garanties personnelles sur les terrains des gens, sur leur appart, etc., point d'exclamation. Parce que si la CCG, elle garantit 50%, et s'il y aurait des hypothèques sur le matériel, sur le projet lui-même, alors pourquoi on y va vers les garanties personnelles? Alors que les intentions, les déclarations au début, c'était qu'il n'y aurait pas de garantie personnelle. Et personnellement, je vais militer pour qu'il n'y ait pas de garantie personnelle. Donc, pour vous, c'est l'urgence aujourd'hui de lever le voile et de clarifier. Exactement, parce que ce qu'on leur dit, c'est ça. L'hypothèque personnelle, il est toujours là. D'accord. Voilà, il va falloir tirer les choses au clair. Vous qui êtes au contact de jeunes entrepreneurs, en tout cas qui sont très intéressés par ce programme d'appui financement, c'est quel secteur d'activité essentiellement? Alors, sincèrement, et c'est ce qui m'a fait vraiment, ce qui m'a motivé à un petit peu à creuser, à donner le maximum aux gens, c'est que j'ai découvert qu'il y a des gens qui veulent faire des projets, lancer des petites entreprises, des startups en industrie, en agriculture. La majorité des appels que j'ai reçus, c'est des gens du secteur agricole, de l'agro-industrie et de l'industrie. C'est des gens qui veulent faire de la transformation, de l'artisanat, du cuir, etc. Et ça, c'est très important. Contrairement à ce qui existe aujourd'hui, les entreprises se créent beaucoup plus dans le commerce, dans tout ce qui est service. Eh ben, les chiffres le montrent et le prouvent. Eh ben, les nouvelles initiatives, les énergies qu'on devrait libérer ici au Maroc, c'est des gens qui veulent travailler sur l'industrie et l'agriculture. Vraiment, c'est une chance pour le pays à ne pas rater. Il faut les accompagner, il faut les financer, il faut les motiver, il faut les accompagner. C'est extrêmement important. Quand vous dites accompagner, c'est quoi? Accompagner, c'est tout simplement aider les gens à instruire, à monter des dossiers, conseiller les gens pour faire des business plans, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, pour qu'il n'y ait pas de perte. Mon conseil général que je donne aux gens, il faut toujours essayer de prendre le minimum. Plus on prend le minimum, plus on a une traite plus raisonnable. Plus on prend plus d'argent, on se retrouve avec une traite plus élevée et qu'au démarrage, on n'a pas un fonds de roulement qui est solide. Et donc, on va se retrouver avec des problèmes de financement et qu'on ne pourra pas payer la traite à la fin du mois. Et donc, un minimum de financement, de la rationalisation, une idée concrète, une étude de marché qui est basée sur une clientèle, sur un portefeuille, en prenant en considération les spécificités d'une région. Donc, il faut passer par tout cela. Il faut être bien bordé, il faut être bien entouré, quoi. Exactement. Et donc voilà, l'accompagnement, il est important. Avant de passer au nouveau modèle de développement très rapidement, sur un propos qui a fait polémique, parce qu'il a été tenu par l'ancien ministre délégué, Najib Boulif, aux affaires générales et aux affaires économiques, et puis ensuite qui était ministre délégué aux équipements et transports, qui a dit qu'en fait, tout ce qui est taux d'intérêt, riba, est illicite, illégal, immoral, et voilà. Vous avez un commentaire ou là-dessus? Bien sûr, pour moi c'est un faux débat. Ah, vous avez dit déjà. C'est un faux débat. Exactement, c'est un faux débat. Au moment où on lance une initiative pour booster l'entrepreneuriat, pour aider les gens à travailler, pour aider les gens à sortir de la précarité, pour aider les plus démunis, pour aider les gens qui sont lésés, avec un taux de 1,75% ou de 2%, et on vient parler de riba maintenant, je trouve pas le débat. Alors je vais vous dire une chose. C'est déplacé, c'est
C'est une fausse polémique. Riba est haram. Est-ce que vous considérez que son propos, lui, c'est son avis. Je respecte son avis personnel. Non, mais votre avis, votre avis sur son avis. À mon avis, il faut séparer entre l'économie et la politique et tout ce qui est religion. L'économie, politique et religion. C'est trois choses séparées. Si on veut vraiment émerger, d'accord. Je demande pas à ce qu'on devienne un pays laïque. C'est pas de la laïcité, mais vraiment laisser les gens travailler, laisser les gens avancer. C'est très important. Et clair jusqu'au bout. Il a également précisé, Najib Boulif, que effectivement, s'il y a des problématiques liées au financement. Il y a il vaut mieux se diriger vers des conseils, en tout cas lui, puisqu'on parlait de conseils et d'accompagnement, de se diriger, que ces jeunes entrepreneurs et bénéficiaires de ce programme d'appui se dirigent et aillent vers des banques participatives. Banque participative, je vais vous dire une chose. J'ai des amis qui ont pris des crédits auprès de banques participatives. La traite, l'annuité mensuelle, il est beaucoup plus élevée qu'une banque normale. Avec tout mon respect au secteur de la finance islamique. Voilà, en tout cas, je m'arrête là. Fin de la parenthèse des propos qui ont suscité beaucoup de réactions. Exactement. Et qui ont fait polémique sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, je vais aussi vous poser la question très rapidement sur vos attentes, vous en tant que président du Centre marocain pour la gouvernance et le management sur le nouveau modèle de développement et cette commission qui est en train de plancher. C'est son deuxième mois. Bon, la commission fait véritablement un bon travail. Bon, on est sur une approche participative, on commence à faire des tournées. Bon, peut-être j'ai deux remarques. Premièrement, pourquoi on part à certaines régions et pas d'autres? Et puis, c'est question aussi de... Ça, c'est pour la forme. Voilà. Pourquoi ils sont là, Taroudel? Exactement. Marrakech, voilà. Ils sont et pas donc, Chef c'est aussi question de transparence. Alors, je pense qu'il va falloir rendre public un programme de tournée pour que les gens puissent savoir que la commission, elle va passer le mois prochain dans telle ville, tel quartier, etc., etc. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, ma deuxième remarque, c'est l'ouverture. Ils doivent recevoir tout le monde. Bon, ils ont reçu quelques présidents d'institutions, quelques groupements, etc. On leur reproche d'avoir reçu tout le monde, trop de monde, et vous dites en fait qu'il faut recevoir plus de monde. Il faut recevoir tout le monde. Voilà, mais tout le monde, ça va être difficile parce qu'il faut travailler, il faut gratter. Oui, ils sont là pour ça. D'accord, ils sont là pour ça. Il faut s'ouvrir vers les gens de société civile, les centres de recherche, etc. Est-ce que vous avez des attentes particulières sur le terrain économique, sur le terrain fiscal? Vous dites, voilà, cette commission aussi, moi, j'aimerais bien qu'elle prenne en compte telle ou telle doléance. Tout simplement, en toute sincérité, je rends public un ouvrage sur l'émergence du Maroc, la nouvelle voie du développement, où quand le Maroc se métamorphosa, j'ai déjà mis dans la commission des membres de commission que je connais très bien, je vais leur envoyer l'ouvrage, tout simplement. L'ouvrage, carrément. L'ouvrage, carrément, ils vont le recevoir et je l'offre gratuitement. C'est un ouvrage que je rends public demain, il sera distribué gratuitement sur tout le Maroc. Juste en deux mots. Bien sûr. Pour émerger, pour que notre pays puisse émerger. Sérieux, gouvernance, en deux mots. Sérieux, gouvernance. Et les deux. Sérieux de la part Sérieux de la part de tout le monde. De tout le monde. Tout le monde. Y compris le citoyen lambda. Y compris le particulier. D'accord. Un engagement personnel pour dire que voilà, on aime notre pays, il faut qu'on avance, il faut qu'on travaille main dans la main, il faut qu'on travaille de manière plus sérieuse. Et au niveau de la gouvernance? Au niveau de la gouvernance, ça, c'est les parties prenantes, c'est les politiques publiques, c'est plus de cohérence, plus de synergie, plus de performance entre tous les acteurs, en mettant en interaction, en synergie, l'ensemble des actions à mettre en œuvre par tous les partis. Par plus de convergence? Et surtout plus de convergence, exactement. Avec une administration qui soit aussi présente. Avec une administration digitalisée. Vous avez parlé de digitalisation au début de l'émission. Vous voyez, je m'intéresse toujours à la question de l'économie numérique. La digitalisation de l'administration est extrêmement importante. C'est l'ouverture, c'est la transparence de gestion, et puis c'est de l'efficience. C'est éviter les va-et-vient, les déplacements, etc. Si je peux avoir mes papiers sur Internet, en s'inscrivant en ligne, avoir des services en ligne, etc., de manière très concrète. Si les entreprises peuvent être payées en ligne, des factures électroniques. Et donc voilà, il va falloir vraiment booster la digitalisation de l'administration marocaine, qui est pour moi un pilier à part entière du nouveau modèle de développement. Et pour vous justement, qui êtes un expert en termes de gouvernance, est-ce que la digitalisation de l'administration permettra, et en tout cas constitue vraiment le véritable levier pour réduire la corruption? Eh ben oui, c'est aussi un moyen. C'est un moyen pour la réduction de la corruption, certainement. Et c'est pour ça que, donc du coup, c'est pour vous, tant qu'on n'arrivera pas à digitaliser, tant qu'on n'ira pas au bout du chantier, c'est normal. On aura du mal à lutter contre la corruption. Plus on réduit le facteur humain, plus on est plus ouvert, plus on est plus intègre. Donc, tout à fait normal. Confiant en l'avenir? Parce qu'on le dit qu'on vit dans... si j'étais pas confiant, je n'aurais pas assisté à ton émission. Je suis là parce que je crois au Maroc, je crois à l'avenir. Et puis, et aussi, je tiens à te remercier pour ton excellente émission et que je suis à cœur chaud et je trouve que c'est une excellente initiative. Et donc, on œuvre tous pour un Maroc meilleur de demain. Pour la génération future et pour nos enfants. Un Maroc meilleur de demain ou un Maroc meilleur tout de suite? Tout de suite, ça va pas se faire. Je suis très réaliste. En tout cas, qu'on soit sur les bons
Si on travaillera dès maintenant, si on commencera dès maintenant, la main dans la main, si on tracera une feuille de route avec des actions claires, des actions coordonnées, avec de l'évaluation continue, on arrivera demain. Le Maroc de 2030 sera autre que celui d'aujourd'hui. Ben, on le souhaite tous. Eh ben, c'est sûr. Merci en tout cas. Merci beaucoup, mon cher Rachid. Merci à très à bientôt. Vous. Youssef Galaoui, Filali, je rappelle, président du Centre marocain pour la gouvernance et le management, donc avec une série de manifestations auxquelles vous allez participer. Avec tout à fait. À compter de demain. D'appui. Programme d'appui intégré au financement, accompagnement, montage des dossiers, on aide les gens, les instruments de contrôle, comment instruire des dossiers, comment faire du suivi, les tableaux de bord, l'étude de marché, la rationalisation des projets et puis le demande de financement vraiment le minimum. Je demande le minimum et puis je cherche l'impact. Et quand on emprunte de l'argent, oui, on est censé le rembourser. Eh ben c'est sûr. Hein? Exactement. Et puis un dernier petit point, s'il te plaît. Si on remboursera pas, on part pas en prison. Les gens ne comprennent pas ça. Je pars en prison si je touche à l'argent de l'entreprise et si je touche au bien hypothéqué. Si le projet ne marchera pas, je n'irai pas en prison si je ferai pas ça. Mais même il faut juste respecter la loi. S'il n'y a pas la menace de peine de privative de liberté, on se doit de rembourser ce qu'on a emprunté. Eh ben, c'est sûr. Mais de toute façon, on lance pas des initiatives pour ramener les gens en prison. Merci en tout cas. C'est bien de dire prison, plus avec le sourire et la banane. Exactement. Plein. La caméra vous regarde et a flashé votre sourire. Merci Parfait. En tout cas à vous. Merci. Merci Youssef Galaoui Filali, Merci, donc président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. À très bientôt, Rachid. À très vite. Merci, mon cher.